pause. Si vous trouvez que les théories du complot qu'on peut entendre ces derniers temps sont un petit peu rocambolesques, tirées par les cheveux, je pense que vous allez aimer les théories de cette disparition et du meurtre de la famille Jamison. Donc là, c'est complètement... ça part en plein délire. Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment. Je suis super heureuse de vous retrouver cette semaine. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans. Je fais un master de droit pénal. Est-ce étonnant au vu du contenu de cette chaîne? Cette semaine, alors... Je sais que vous aimez beaucoup les disparitions, que ça m'est beaucoup demandé, alors là vous allez être servi parce que disparition, meurtre et théorie complètement mais loufoque, c'est parti pour cette histoire de la famille Jamison ou comment un couple et leur fille de 6 ans ont mystérieusement disparu et n'ont été retrouvés que des années plus tard. Donc sans plus tarder, on est vendredi, c'est l'heure du crime, générique. My gun was under the seat. Alors pour tous ceux qui ont vu les vidéos précédentes, ça ressemble un petit peu à l'histoire des Frog Boys, mais ça va quand même à un échelon beaucoup plus supérieur. En fait, en 2009, la famille Jamison disparaît et on ne retrouve leur corps qu'en 2013. Tout d'abord, qui est-il dans cette famille? Donc c'est pas une famille nombreuse, donc il y a Bobby, le père qui a 44 ans, Sherilyn, la mère de 40 ans, et Madison, leur fille de 6 ans, et ils vivent à Eufaula, je sais pas comment ça se prononce, en Oklahoma, et globalement c'est une famille... pas de problème, très heureuse, très sympa avec les voisins, il n'y a jamais eu de plainte envers eux, que sais-je, donc il y a vraiment zéro souci à propos de cette famille. Alors, le 8 octobre 2009, date du début de toute cette histoire un petit peu rocambolesque, ils décident de déménager pour partir vivre dans une chaîne de montagnes qui s'appelle Red Oak parce qu'ils avaient acheté un terrain d'environ 16 hectares et en fait leur projet c'était de vivre dans un container qu'ils avaient déjà acheté. Alors dès le départ, l'idée semble un petit peu étrange, incohérente parce que comment est-ce que tu veux passer d'une maison plutôt confortable, on va pas vraiment les plaindre sur le plan matériel, à un container, sachant que un container de 40 pieds standard, on va dire, il fait 12 mètres sur 2 mètres 30. Donc pour vivre à 3 dedans, c'est tu passes de ça à ça quoi. Donc c'est un petit peu étrange dès le départ. D'autant plus que cette décision paraît encore plus impulsive quand on sait que le fils de Sherilyn qu'elle a eu d'un premier mariage en fait n'avait aucune idée de ce projet-là et elle lui en avait jamais parlé même 2 semaines avant leur départ. Donc le 8 octobre, ils chargent leur pick-up, ils mettent leurs affaires et ils partent pour leur nouvelle demeure. Et c'est la dernière fois qu'on va les voir en vie et en fait ils n'ont pas donné trop de signes de vie après. Du coup on commence quand même un petit peu à s'inquiéter et on va lancer des investigations sur le sujet. Et on va retrouver, après 8 jours de recherche, on va retrouver leur pick-up à 30 miles de leur maison. Le pick-up est vide, il n'y a pas d'habitants à l'intérieur, mais ce qu'on va trouver à l'intérieur du pick-up ne fait aucun sens. Alors déjà, on retrouve leur chien. Pourquoi est-ce qu'on laisse un chien dans un pick-up? On trouve également leur téléphone portable, on trouve leur GPS, le sac à main de Sherilyn et surtout, on va trouver une mallette avec 30 000 $ en liquide, en plus de leur carte bleue. Et dès le début, on se demande pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on retrouve une mallette pleine d'argent? Parce que bon, 30 000, c'est pas rien, c'est quand même une somme. D'autant plus que tous les deux, Bobby et Sherilyn, étaient tous les deux insolvables. Donc vraiment, on ne comprend pas d'où sort autant de liquidité. Au début, on se dit, ils ont voulu faire un trafic de drogue. Mais là, ça colle pas non plus. Parce que pourquoi, pour une transaction de drogue, est-ce que tu emmènes ta fille et ton chien? Déjà, c'est étrange dès le départ. Et si on retrouve le camion à ce moment-là, donc quelques jours après leur disparition, on ne va retrouver leur corps que bien après. On va les retrouver le 16 novembre 2013.
Entre le 15 et le 16 novembre, deux chasseurs vont retrouver à 5 km de là où avait été trouvée la camionnette des squelettes de ce qui semble être deux adultes et un enfant. Et bien vite, je vous épargne le suspense, ils vont être identifiés comme étant les membres de la famille Jamison. Le truc qu'on comprend pas vraiment, qui est un peu bizarre, c'est que on a effectué quand même pas mal de battues autour des environs de la camionnette et là on n'avait rien vu. Donc petit clin d'œil à l'affaire des Frog Boys que je vous invite à voir d'ailleurs parce que c'était un petit peu le même ressenti, on va dire. Et ce qu'on va retrouver autour des corps est tout aussi étrange, bien entendu. On va retrouver une paire de chaussures, des bouts de vêtements, des dents d'adultes, des os et des bras d'adultes et d'autres fragments d'os également. Alors le bureau du médecin légiste d'Oklahoma va identifier les corps comme étant, comme je l'ai dit, ceux de la famille Jamison. Pourtant, on n'indique pas de cause de la mort étant donné que les corps sont quand même dans un état de décomposition très très avancé et qu'on n'a aucune idée de comment ils sont morts. Alors, avant de plonger dans les théories, je sais que vous êtes accrochés à votre siège en vous disant bon, on veut des indices, etc. Quelques trucs à savoir sur la famille Jamison d'abord. Alors, il faut savoir que Bobby, le père, a eu un accident de voiture en 2003 qui lui ont causé des mal de dos de façon très très chronique. Et bien entendu, il avait touché une part d'assurance, mais la mère de Sherilyn a dit qu'aucun arrangement financier ne pouvait expliquer les 30 000 $ qu'on a trouvés dans la mallette. Et pour Sherilyn, elle souffrait de troubles bipolaires et même si elle avait des médicaments, parfois elle décidait de ne pas les prendre. Donc bon, on peut se douter que le couple était sujet à quelques disputes, à quelques tempêtes. Alors la théorie numéro 1, ça c'est pour les rationnels, c'est qu'ils sont partis en balade, ils se sont perdus et ils sont morts d'hypothermie, sachant que la région souffrait quand même de gros épisodes de pluie à ce moment-là, mais selon les experts, pas des pluies suffisamment violentes ou fortes pour causer leur mort. Ceci étant, cela n'explique absolument pas les 30 000 €, ça n'explique pas pourquoi le pick-up était ouvert, d'autant plus qu'on les a retrouvés à 5 km du pick-up, donc ça paraît un petit peu étrange de se perdre aussi près de leur voiture. La théorie numéro 2, c'est celle d'un suicide de masse, donc là je vais un peu évincer les théories qui ne sont pas les plus abracadabrantes. Je vous laisse les dernières, les plus croustillantes pour la fin. En fait, l'idée c'est que ils sont partis en famille pour mourir tous ensemble. C'est un petit peu tragique dit comme ça, mais on a retrouvé dans la voiture, chose assez étrange, une lettre de 11 pages de Sherilyn pour Bobby, qui l'accusait en fait d'être un ermite et que elle en avait marre de lui. Et dans la maison, on a également retrouvé d'autres lettres qui parlaient de mort notamment. La théorie numéro 3, elle peut paraître également un peu rationnelle, ça va être la théorie de la drogue. En fait, avec cet argent en plus, tous les soupçons de drogue qu'on avait sur eux, la police a regardé les vidéos de surveillance des caméras que les Jamison avaient mis un petit peu partout autour de la maison. Et on y voit, le jour de leur disparition, Bobby et Sherilyn faire des allers-retours entre leur maison et leur pick-up pour mettre toutes leurs affaires. Et leur comportement est super bizarre en fait. Ils sont en transe, un peu comme des zombies limite. C'est-à-dire qu'ils font des allers-retours parfois à main vide, parfois ils s'arrêtent, ils se regardent. Très très étrange, très perturbant un petit peu comme vidéo. Alors en fait on pense que leur mort serait liée à une transaction ou un accord de Met, ce qui explique l'argent, bien entendu, ce qui explique leur comportement très bizarre, le regard vide, un petit peu en transe qu'ils avaient juste avant, ce qui explique également pourquoi ils auraient emmené leur fille et leur chien avec eux, parce que beaucoup d'anciens addicts à la méthamphétamine disent qu'en fait leur perception des choses, on va dire, changeait complètement sous l'effet de la drogue. Alors bien entendu, la famille de Sherilyn disait que non, absolument pas, ce n'était pas des drogués, mais on va pas se mentir, la famille, quand elle est aussi proche des faits, elle a un peu du mal à prendre du recul pour comprendre ce qu'il se passe, ce qu'ils voient.
Et en plus, là où ils habitaient, et en Oklahoma de façon plus générale, il y a énormément de laboratoires de meth un petit peu partout qui fleurissent un petit peu comme ça. Et en fait, quelques années avant leur disparition, Bobby avait dénoncé un laboratoire. Donc on peut penser que leur mort est liée à une sorte de vengeance, peut-être. Mais si on s'attarde un petit peu sur cette théorie, le truc qui continue à chiffonner, c'est pourquoi l'agresseur ou leurs assassins, s'ils sont plusieurs, n'ont pas pris l'argent qui était à l'intérieur de la voiture, d'autant plus qu'il n'était pas forcément caché de manière très prononcée. C'était un petit peu à la vue de tous, tu le prends si tu veux. La quatrième théorie, c'est la théorie des esprits. Alors, vous savez, si vous êtes un petit peu habitué à cette chaîne, que je ne suis absolument pas une spécialiste du paranormal, que je suis une énorme flippette, que je n'aime pas trop les films d'horreur, mais c'est l'une des explications quand même qui mérite d'être étudiée ici, c'est celle des esprits. En fait, les Jamison pensaient que leur maison était hantée. Alors par exemple, Madison avait une amie imaginaire, Emily, et même si c'est cool d'avoir des amis imaginaires, j'en avais moi aussi, sa mère pensait que c'était plus une entité malveillante. Et en fait, ils sont partis même parler à leur pasteur pour lui demander par exemple des balles spéciales pour pouvoir tuer les esprits. Ils voulaient même exorciser les esprits qui pouvaient y avoir dans la maison avec une Bible satanique que Sherilyn avait achetée. Et également, quand on a du coup trouvé, bien entendu, le container dans lequel la famille envisageait de s'installer, on a trouvé des inscriptions très bizarres quand même dessus. Sherilyn aurait dit à ses voisins et à sa meilleure amie à un moment qu'en fait elle était une sorcière et qu'elle aurait écrit des sortes de messages sur leur maison pour la protéger. Il y avait entre autres comme message les sorcières n'aiment pas quand leurs chats noirs sont tués, ou des trucs un petit peu du genre. Donc bon, ouais, pas top comme ambiance. Et la théorie numéro 5, elle est un petit peu en lien avec la théorie numéro 4 sur les esprits. En fait, c'est que la famille aurait été tuée par un culte satanique, ou que du moins ils auraient fait partie d'un tel culte. La mère aurait dit que Sherilyn et Bobby étaient des noms qui faisaient partie d'une liste de personnes à abattre par les sectes. Et il faut savoir qu'en Oklahoma, il y a quand même pas mal de sectes, de suprémacistes blancs notamment, mais beaucoup de cultes quand même qui foisonnent un petit peu comme les labos de meth dans cette région-là. Très sympa d'y vivre, sans aucun doute. Et en fait, cette histoire a fait tellement de bruit parce qu'elle était complètement incompréhensible, leur mort était inexplicable, qu'ils en ont fait bien entendu divers documentaires à ce sujet qui passaient à la télé de façon très régulière. Et en fait, la mère de Sherilyn aurait reçu un appel d'une femme qui ne voulait pas se présenter, mais qui disait qu'elle faisait partie d'un ancien culte de suprémacistes blancs justement, et qu'elle disait qu'elles avaient un carnet avec la liste de personnes à abattre, et quand elle réussissait à mémoriser un ou deux noms, et quand elle rentrait chez elle, elle regardait toujours sur internet, et généralement ces noms correspondaient à des personnes disparues. Et quand elle a regardé le nom de Sherilyn et de Bobby Jamison, bien entendu c'était et dans la liste et faisait partie des personnes disparues, donc pour elle ce serait ça. Elle a également ajouté un détail un petit peu flippant quand même, que l'un des membres de son culte aimait bien mettre Madison sur ses genoux et que ça lui faisait sentir bien. Donc un petit peu de pédophilie sur les côtés, sur les bords. Donc on ne sait pas vraiment en fait, alors déjà si ce témoignage est vrai, si c'est avéré, si c'est pas juste un canular ou autre. On ne sait pas si les Jamison feraient en effet partie d'un culte de suprémacistes blancs, culte de satanique, que sais-je. On ne sait pas si c'est véritablement les victimes d'une telle secte. Et enfin, la théorie numéro 6, c'est celle selon laquelle la famille aurait été tuée par le père de Bobby, Bob Dean, qui avait 67 ans. Alors, c'est pas le mec le plus cool de la Terre, je suis pas vraiment sûre de vouloir l'avoir comme grand-père en fait. Bobby et Sherilyn avaient placé contre lui une ordonnance d'éloignement et une ordonnance de protection seulement 6 mois avant leur disparition. C'est quand même une petite coïncidence à noter, parce qu'il aurait menacé entre autres de tuer toute leur famille.
C'était apparemment un mec quand même assez dangereux, qui se croyait au-dessus de la loi, qui était entre autres qui plongeait, qui magouillait un petit peu avec des gangs, avec des prostituées, de la meth, justement, parlons-en. Même on murmure qu'il aurait eu des liens avec la mafia mexicaine carrément. Le problème, c'est que au moment de leur disparition, il était soit à l'hôpital, soit en maison de repos. On n'est pas trop sûr au niveau des sources. Donc, il est peu probable qu'il les ait tués, mais il n'est pas improbable qu'il ait commandé leur meurtre, commandité leur mort en fait. Donc voilà, on ne sait pas trop pour ces théories. Ça, c'était les 6 théories, on va dire, les plus grandes, les plus grosses. Le truc également, c'est qu'il y a d'autres pistes, bien entendu, comme par exemple celle du kidnapping, comme quoi les parents auraient voulu kidnapper leur fille, que justement la secte aurait voulu kidnapper Madison. C'est très fouillis, très brouillon, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que la piste de la drogue paraît être la plus rationnelle, on va dire, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur cette question-là. Qu'est-ce que fait l'argent ici? Pourquoi le chien est encore dans la voiture? En fait, c'est à ne rien y comprendre, vraiment. Limite, on aurait pu ajouter une théorie sur des extraterrestres, et là, on aurait été vraiment au complet. En tout cas, question pop culture, il n'y a pas eu de film vraiment sur ce sujet, mais comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, il y avait énormément de documentaires, énormément de sujets de podcasts, etc. Donc, dont le mien justement maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire quelle théorie vous pensez la plus probable. Est-ce que vous pensez, si vous avez d'autres théories de votre propre imagination, on va dire. N'hésitez absolument pas à me l'indiquer en commentaire. Voilà, ça me fait super plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne semaine. Et puis sur ce, après avoir lâché un petit pouce bleu ou vous être abonné, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!